Alors que l'OTAN se prépare à accueillir la Finlande, le secrétaire général de l'Alliance répète que les alliés ne se laisseront pas intimider par la Russie. La présidente de la Commission européenne accompagne cette semaine le président français pour un déplacement en Chine afin d'évoquer les relations entre les deux partenaires. Direction New York pour Donald Trump qui doit être inculpé par un juge ce mardi dans l'affaire Stormy Daniels, une première pour un ex-président américain. La NASA vient de révéler le nom des 4 astronautes sélectionnés pour la mission Artemis 2. Celle-ci doit permettre un futur atterrissage sur la Lune. L'OTAN n'observe pas de changement dans la posture nucléaire russe, assure le secrétaire général de l'organisation militaire, quelques heures avant la réunion mardi des ministres des Affaires étrangères de l'Alliance. La Russie a annoncé il y a quelques jours son intention de déployer des armes nucléaires tactiques au Bélarus, frontalier de 3 pays membres de l'OTAN. Mais les alliés ne se laisseront pas intimider, assure Jens Stoltenberg. The announcement by President Putin is part of a pattern of dangerous, reckless nuclear rhetoric, where Russia and President Putin tries to use nuclear weapons as a way to prevent us from supporting Ukraine. We will not be intimidated. We will continue to support Ukraine. Of course, NATO remains vigilant. We monitor very closely what Russia does. But so far we haven't seen any changes in their nuclear posture that requires any change in our nuclear posture. L'OTAN comptera à partir de mardi 31 membres. Elle accueillera officiellement la Finlande. Helsinki avait déposé sa candidature peu de temps après l'invasion russe de l'Ukraine, en même temps que Stockholm. L'adhésion suédoise demeure en revanche pour le moment dans l'impasse. La Turquie et la Hongrie ne veulent pas donner leur feu vert. Le secrétaire général de l'Alliance reste optimiste et assure que la Suède rejoindra prochainement l'OTAN. We should not leave the impression in the way that Sweden is left alone. No, Sweden is very much inside NATO, integrating into military civilian structures. Allies are ready to act, and it's inconceivable that there were going to be any threats or military attacks against Sweden without NATO reacting. Lors de cette rencontre de 2 jours à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères évoqueront aussi un nouveau plan de dépenses militaires. Les États membres devront consacrer au minimum 2% de leur produit intérieur brut pour la défense. La Pologne a livré les premiers avions de chasse MiG-29 qu'elle avait promis à l'Ukraine. L'annonce a été faite ce lundi par un responsable de la présidence polonaise. À la mi-mars, la Slovaquie et la Pologne avaient promis des avions de combat à Kiev, une première pour des pays de l'OTAN. Une quarantaine d'appareils doivent être fournis, mais on ne sait pas pour l'heure combien ont été livrés. Cette annonce intervient 2 jours avant la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Pologne, pays voisin et allié dès les premiers jours de la guerre. Ce lundi, le ministre allemand de l'économie s'est lui rendu à Kiev. Dass die Ukraine ein klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wieder aufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird. Des représentants d'entreprises allemandes accompagnaient le ministre, avec pour but de s'impliquer dans la reconstruction du pays et d'évoquer également la coopération en matière énergétique. Russian, Ukrainian and Western sources observe that Russian winter offensive has failed to achieve the Kremlin's goal of seizing the Donetsk and Luhansk region administrative borders by the end of March. Deputy head of the main directorate of the Russian National Guard, Rosgvardia, in occupied Donetsk region noted that failures during the offensive spark negative sentiments among personnel and cause manpower losses. Now, the UK Defence Ministry states while Russia has suffered up to 200
1,000 casualties since its full-scale invasion of Ukraine. A significant minority of this have been due to non-combat causes, which likely include poor weapon handling drills, road traffic accidents, and climatic injuries such as hypothermia, it's said. Russian commanders likely identify pervasive alcohol abuse as particularly detrimental to combat effectiveness. Russian forces continued to attack Bakhmut and its environs. The Institute for the Study of War says they likely seized the Azov plant in northern Bakhmut, as the think tank has previously assessed. Ukrainian forces conducted a missile strike on the plant on the 2nd of April. Wagner Group founder Yevgeny Prigozhin said his troops had raised a Russian flag on the city's administrative building. Following his latest claims, Ukraine has said Russian forces are very far from capturing the eastern town of Bakhmut and that fighting raged around the city administration building where the Wagner mercenary group claims to have raised the Russian flag. Now, Russian mill bloggers fretted that Russian forces must finish their offensive operations in Bakhmut and Avdiivka to prepare for the Ukrainian counteroffensives that they expect between the Orthodox East on the 16th of April and the Soviet Victory Day on the 9th of May. Tous les regards sont tournés vers la présidente de la Commission européenne qui va accompagner cette semaine le président français pour un déplacement en Chine. Ursula von der Leyen souligne la nécessité de réévaluer les liens avec Pékin. Le pays était l'année dernière le 3e partenaire de l'Union européenne en termes d'exportation et le premier pour les importations de marchandises. Pour certains analystes, le président chinois va surtout chercher à convaincre les Européens de reprendre le cours normal des relations. We have the biggest players, such as Germany or France, and the business circles in these two countries have very vast, really vast interests in terms of returning to business as usual. And with Macron, this business delegation is definitely a signal towards Beijing that economic cooperation is still very high on the agenda in Paris. But also, at the level of EU as a whole, and this was very visible in von der Leyen's speech, Europe is not about decoupling, this American-style decoupling. Ursula von der Leyen parle d'une approche pour réduire les risques plutôt que de découpler les liens avec Pékin. Mais pour les observateurs, cette ligne ne sera pas facile. But this will be very difficult in practice, given the scope of Xi Jinping's revisionism, the way how economy has been politicized in the recent decade, and also given his ambitions, create this dependency to also shield China from external shock. Le président français veut tenter de dissuader la Chine de se rapprocher plus encore de la Russie, mais les experts estiment que la marge de manœuvre est réduite car la nature des relations sino-russes est très stratégique. Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen pourraient seulement avertir Pékin des conséquences possibles en cas de soutien militaire chinois à la Russie. President Macron, of course, has the legitimacy to ask and raise the issue to China for two reasons. First, France is, of course, a nuclear weapon state. And second, France, unlike the US and the UK, is not part of any nuclear sharing agreement as these two countries are as part of NATO. France, compared to China, is lightweight today. Even though France is a permanent member of the Security Council, the relationship is very asymmetric, and there is little that Macron can convince Xi Jinping of. It's good to try. It's good, of course, to maintain channel of communication open, but we need to be very realistic in our expectation and to keep very limited expectations. Dans le même temps, les experts reconnaissent que les technologies sensibles sont essentielles dans les relations avec la Chine, mais Pékin n'a pas totalement la main car le pays est avant tout une puissance exportatrice et elle doit maintenir ses flux vers l'extérieur et donc continuer à avoir accès au marché européen. Donald Trump a quitté sa résidence en Floride ce lundi, direction New York, où il doit être inculpé dans le cadre de l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette actrice pornographique que l'ex-président américain aurait payé pour acheter son silence sur une prétendue relation sexuelle. L'événement est d'autant plus extraordinaire qu'il s'agit de la première inculpation d'un ex-président américain qui a décidé de se lancer dans la course à la Maison-Blanche pour novembre 2024. Donald Trump devra décliner son nom, son âge, sa profession, se soumettre à un relevé d'empreintes digitales, puis être pris en photo comme tout prévenu.
Certains de ses partisans ont déjà prévu de manifester. Sur place, les avis sont partagés sur cette affaire. Country is very divided at this point, so I think it's important that we understand that this is not about sides, it's about justice. Indicting him on a hooker's payment 10 years ago or 7 years ago is a misdemeanor, and it should not be a felony case. D'après son avocat, l'ex-président ne sera pas menotté mais pourrait traverser des couloirs du palais de justice de Manhattan en présence de médias. Donald Trump, qui crie à la chasse aux sorcières, s'exprimera mardi soir de retour chez lui en Floride. Après des mois d'attente, la NASA a enfin révélé les noms des 4 élus pour sa prochaine mission sur la Lune. Les astronautes américains Christina Koch, Victor Glover et Reid Wiseman et l'astronaute canadien Jeremy Hansen feront partie de la mission Artemis II. Le premier voyage habité vers le satellite de la Terre depuis 1972. Le lancement est prévu pour le mois de novembre 2024. La mission doit durer 10 jours. Les astronautes passeront la plupart du temps dans la capsule Orion qui se détachera de la fusée une fois dans l'espace et fera le tour de la Lune avant de revenir sur Terre. Cette mission ouvrira la voie à Artemis 3 qui sera lancée en 2025 avec pour but d'atterrir sur la Lune. La NASA aimerait y établir une présence durable avec une base qui servira de laboratoire d'essai pour une mission encore plus complexe et lointaine, l'envoi d'un équipage sur Mars. Le coût estimé de cette mission est d'environ 100 milliards de dollars.